Bienvenue dans cette émission consacrée aux livres que vous allez pouvoir lire durant cet été. Et on va commencer avec Katharina Loy van Hoof. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice et la directrice d'une maison d'édition qui s'appelle Les Argonautes, référence grecque à la littérature européenne, puisque c'est à cette littérature européenne que vous vous consacrez. Et une littérature européenne qu'on connaît moins bien, parce que vous écartez la partie anglo-saxonne pour vous consacrer à d'autres auteurs. Et justement, là, on va parler d'une autrice italienne, d'un auteur albanais et d'une auteure roumaine. Que vous allez nous conseiller. Un mot sur cette maison d'édition quand même, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye. Oui, en fait, oui, j'ai voulu mettre en avant les langues un peu plus rares, la littérature de nos voisins. Cela me semblait, comme vous entendez, je suis allemande, donc c'est un peu dans mes origines. Je crois fortement dans la nécessité de s'intéresser à la littérature de nos voisins. Et 75% des romans traduits en France le sont de l'anglais. Je trouve que c'est un peu trop, peut-être. Oui, voilà. Et alors, on peut aller sur le site des Argonautes, et c'est très très bien fait parce qu'il y a des cartes comme ça avec les pays, les écrivains, les livres qu'on peut lire. C'est très astucieux et très très bien fait. Alors, vous avez apporté 3 livres. On va commencer par une italienne qui s'appelle Barbara Frandino, et le livre s'appelle « Tu l'as bien mérité ». En italien, je trouve quello che ti meriti. C'est joli, je trouve, en italien. J'ai du mal à prononcer moi-même. Je ne parle pas l'italien, mais c'est un roman vraiment formidable. Donc c'est la seule autrice de ma maison qui n'est pas encore extrêmement connue parce que c'est son premier roman pour adultes. C'est une journaliste. C'est une journaliste et une plume. Elle a écrit des livres pour la jeunesse, et elle a écrit des livres pour les autres. Là, oui. elle a écrit son premier propre roman. Autrefois, on disait ça. Et c'est un roman très personnel, très fort en émotion. Enfin, vraiment comme on le lit d'un seul trait. Et après, on a envie de le donner à sa sœur, sa mère, sa meilleure amie tout de suite. Alors ça paraît comme ça, mais l'histoire un peu peut-être d'une vengeance, oui. C'est-à-dire qu'elle est mariée à une vedette de la télévision. Il se trouve que leurs relations se sont un peu détériorées, il fait un AVC. Il fait un AVC, donc Claudia, la protagoniste, elle est témoin que son mari tombe de l'arbre qu'il est en train de couper dans son jardin. Il s'écroule, il reste par terre, il bouge plus. Et ce qu'elle fait, c'est la toute première scène, je gâche rien. Non. Elle reste dans sa cuisine à boire un café. Elle n'appelle pas tout de suite les secours et elle l'accompagne pas non plus à l'hôpital. Donc, oui, alors on sait que dans un AVC, la rapidité est essentielle. Oui. Oui, et on se demande évidemment qu'est-ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce qui s'est passé et ce qui s'est passé. Et là aussi, je divulgage rien. C'est le mari qui l'a trompé, qui a commis la trahison ultime parce que l'autre femme attend un enfant de lui. Il lui a dit. Il lui dit, c'est ça qui m'a intéressée dans ce roman. Donc, on a entendu l'histoire 1 million de fois. Oui, c'est ça. Voilà, on pourrait se dire, après tout, des couples qui vont mal, la vengeance, on en a lu d'autres. Oui, mais là, ce qui est vraiment bien, c'est la franchise avec laquelle Barbara Frandino s'attaque à ce sujet, parce que le mari, il est gentil. Il lui dit, mais je t'aime toujours, il n'y a pas de raison. Oui, lui, il veut rien changer d'ailleurs. Il veut rien changer. J'ai fait un enfant à ma maîtresse, en gros, mais on change c'est pas rien. grave. On reste ensemble, c'est ça. Voilà. Sauf que la femme, elle se rend compte, Claudia, elle se rend compte que ça met en question quand même toute son identité, toute son image qu'elle s'est fait de sa vie, de son couple, de son mari qu'elle aime toujours aussi, mine de rien. Et elle n'arrive pas à lui pardonner.
Et c'est quelque chose, elle va essayer, mais moi je trouve écrit avec une c'est sévère, c'est sévère envers elle-même, envers lui, envers la... Oui, parce que finalement, enfin, j'ai l'impression comme ça que aucun des personnages n'est vraiment sympathique au fond. Hein. C'est pas quelqu'un qui dit moi je suis bien et puis mon mari est un salaud. Hein, c'est plus profond et plus intéressant que ça. Oui, c'est vraiment très très franc et ils se font mal et il n'y a pas de solution facile à ce problème. L'enfant, il va être là, il va grandir et la preuve d'un manque dans leur vie à eux en tant que couple est immense. Et je trouve qu'elle a vraiment touché là une corde avec notre société qui beaucoup dans la liberté individuelle, c'est pas peut-être pas tellement touchant que c'est vraiment intéressant. On est vraiment en plein là-dedans. Donc, oui. Et je signale alors, je crois que Barbara Frondino va venir quelques jours en France. Hein. Elle arrive demain et elle sera l'invitée du festival Le Château se livre à La Roche-Gouyon le 1er juillet et le 2 juillet, donc le week-end prochain. Et elle a une rencontre dédicace à Saint-Germain-en-Laye ce jeudi. Donc, voilà, je l'accueille demain. On peut aller la voir et discuter avec elle. Et je crois que c'est un roman qui touchera beaucoup de gens. Oui. Des femmes et des hommes aussi. Hein. Moi, j'ai pensé que c'était un roman pour les femmes. Oui, et en fait, maintenant, j'ai des retours de plus en plus des hommes qui ont beaucoup aimé. Donc, je suis étonnée, mais je conçois que... Ils vivent peut-être des choses comme ça qui les touchent. De près. Ouais. Donc, Barbara Frondino, tu l'as bien mérité, et c'est évidemment aux éditions des Argonautes. Hein. Oui. Deuxième roman dur, qui s'appelle Bola, d'un écrivain qui s'appelle Paitim Statovci, comme ça on dit comme ça. Paitim Statovci, oui, tout à fait. Qui est d'origine albanaise. Oui. Il y a peu, on connaît la littérature albanaise. Il y avait Ismail Kadare, qui est grand, évidemment, immense écrivain qu'on connaît. Mais c'est un pays qui a tellement été fermé du temps du communisme, qui était le pays le plus fermé d'Europe, quoi. C'est un petit pays aussi, tout petit, oui. Avec un petit public, avec pas un grand monde. Et Paitim Statovci, c'est encore plus spécifique parce qu'il vient du Kosovo, donc de l'ex-Yougoslavie. Voilà. Donc c'est encore autre chose que l'Albanie, c'est son ethnie, il est albanais, mais à ses 2 ans, ses parents ont décidé de partir en Finlande pour s'échapper à la guerre. Donc, voilà. Et le roman a pour toile de fond la guerre du Kosovo. Hein. Oui, c'est le sujet de l'auteur, qui est un grand auteur finlandais maintenant, c'est ça qui m'impressionne moi. Il est finlandais. Oui, voilà. Il est arrivé en Finlande à 2 ans. Aujourd'hui, il est professeur pour littérature comparée à l'université de Helsinki. Il a eu pour ce roman Bola, il a eu le prix le plus prestigieux littéraire du pays, le Finlandiak, c'est l'équivalent du Goncourt, à peine 30 ans. Donc c'est un jeune écrivain immensement talentueux et comme son sujet c'est la guerre de Yougoslavie, c'est l'amour gay aussi, c'est l'amour homosexuel. Ce n'est pas un auteur facile, mais je défie chaque lecteur passionné pour la littérature, c'est un magnifique roman. Et, oui, j'ai eu la chance de le lire. C'est magnifique. C'est très beau. Oui. Alors, vous avez raison, on est dans les années 95, hein, c'est ça 90, oui. 90, c'est vraiment quand la guerre commence à Pristina, oui. Et donc, il y a cette relation entre 2 hommes qui va être un peu compliqué aussi par les événements, par aussi la pression sociale. Oui.
Oui, donc Miloš et Arsim, ils se rencontrent à l'université de Pristina, qui à l'époque est déjà prise un peu par la guerre, parce que les Serbes expulsent les Kosovars, les Albanais, de cette université qui était albanaise. Donc il y a déjà il y a presque une opposition entre eux déjà, dès le départ. Une forte tension entre les ethnies qui va éclater, et les deux jeunes étudiants tombent éperdument amoureux. C'est très bien décrit, c'est très beau, c'est vraiment le coup de foudre. Arsim réalise qu'il est gay. Il ne le savait pas. Il est marié. Une femme, il est marié, voilà. Il est marié et sa femme attend un enfant. Oui. Donc c'est et c'est un drame d'ailleurs quand il est obligé de retourner auprès d'elle, parce que là, il sent que c'est pas sa nature. Il est retourner auprès d'elle parce que c'est la guerre et il doit fuir. Voilà. Parce que les Albanais sont persécutés, il n'y a aucun moyen de rester là. Et Miloš, son amoureux, va faire partie du camp opposé. Il est médecin, donc il va aller au front, il va traiter les blessés. Et quand Arsim le retrouve des années après la guerre, il le retrouve et ce n'est plus le même homme. Absolument. Il est brisé. Quelque chose qui a été brisé, cassé. Oui. Et la façon de laquelle donc l'auteur décrit cette histoire de deux amoureux échoués, et il change le récit avec la mythologie albanaise qui est celle d'où le nom de Bolla, qui est un serpent, c'est ça? C'est un serpent dragon ailé qui est méchant, qui est mauvais. Qui est de la mythologie, alors, oui, qui est un méchant serpent. Et c'est vraiment magnifique. Donc c'est très poétique, c'est très dur, c'est très sombre, mais je trouve qu'il y a aussi de cette humanité très forte qui surgit dans les temps de guerre. Donc c'est vraiment intéressant. Et je suppose que c'est un des livres dont vous êtes fier d'avoir publié. Je suis très fière. C'est un auteur qui publie pas les plus grands auteurs du monde entier. Il est vraiment quelqu'un qui va rester et qui va encore évoluer. Et ça m'intéresse beaucoup. Oui. Alors, ceux-là, ils sont déjà dans le public, on peut se les procurer. En librairie, oui. Alors, et là, on a un petit scoop, si je peux dire, un livre qui va paraître au mois d'août, d'une écrivaine roumaine, Dana Grigorcha. Dana Grigorcha, oui. Qui s'appelle « Ceux qui ne meurent jamais ». Ceux qui ne meurent jamais, c'est une autrice qui est roumaine, mais qui vit depuis maintenant longtemps déjà en Suisse. Elle est aussi, elle est aussi suisse. D'ailleurs eu un prix, le plus grand prix de littérature suisse. Le prix du livre suisse pour l'année dernière, donc aussi pour ce livre. Et c'est une autrice donc, qui écrit en allemand. Elle est traduite de l'allemand par la formidable Elisabeth Landes, qui est une traductrice très très reconnue. Alors voilà, je dois dire, pour parler un peu de vous, vous avez travaillé chez Gallimard, vous êtes occupé beaucoup des écrivains étrangers, et donc vous connaissez tous les meilleurs traducteurs, toutes les meilleures traductrices. C'est ce qui fait le sel aussi de la maison Les Argonautes. Oui, le travail avec les traducteurs est très important. Très important, oui. Et là, on le voit parce que c'est un texte difficile, profond, avec beaucoup de références historiques et un langage assez baroque et assez étrange, parce que c'est un roman de Dracula contemporain. Donc, il faut savoir, il faut savoir traduire ça, oui. Et entre plusieurs cultures, donc il y a les références à Bram Stoker, à Dracula, et il y a des références à l'histoire moyenâgeuse roumaine. Donc la traductrice a fait un énorme travail en profondeur dans le texte pour rendre ça. Il y a des passages en latin, des très courtes, je vous rassure, mais c'est un livre. Traduit ou pas, ou comme chez... Non, ça reste en latin. Comme dans Le nom de la rose. Non, oui, voilà, c'est un peu ça. Ça rappelle un peu ça. Il y a ce charme de se rappeler de tous ces parce qu'Umberto Eco, c'est vrai qu'il y avait des passages, il y a des grandes phrases en latin. Et il ne les traduisait pas. Mais j'ai lu, alors, dans une critique, quelqu'un disait que c'était un roman
politique gothique. Voilà, c'est ça que dit la critique suisse, donc le Neue Zürcher Zeitung. Ils disent que l'autrice a inventé un nouveau genre. Un nouveau genre, le roman politique gothique, et ils disent c'est dommage que ça n'ait pas été inventé avant. Voilà, parce que c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Premièrement, c'est un roman qu'on lit très facilement, très sensuel, plein de carnage, de vengeance et de mystère. Vraiment un roman de Dracula gothique. Et sur un deuxième niveau, l'autrice, et ça j'adore, elle nous décrit la société roumaine d'aujourd'hui, donc post-communiste, encore plus corrompue que sous le régime de Ceausescu, parce que les anciens cadres ont repris le pouvoir. Et la protagoniste, elle est comme l'autrice, elle est issue de cette intelligentsia bohème de la Roumanie qui a bien survécu sous Ceausescu et qui s'est toujours moqué un peu du mauvais goût du régime communiste. Donc c'est quelque chose de très amusant, de très sensuel. C'est très intéressant parce que souvent on se demande, il y a encore dans tous ces pays qui ont connu le communisme et qui se sont libérés de ce joug, mais il y a encore parfois dans les élections une forte tendance de gens qui votent encore et on se demande pourquoi. Et ça c'est une des explications, c'est-à-dire que la corruption est peut-être plus forte qu'elle ne l'était encore. Il y a la corruption et puis il y a tout le développement historique de ces pays-là après la Révolution. Donc ils ont quand même beaucoup profité de la nouvelle liberté, mais ils ont aussi vu, surtout en Roumanie, mais aussi dans d'autres pays de l'Est, ils ont vu leurs enfants partir à l'Ouest. Donc, elle décrit ça très bien. Elle décrit comment les parents, ils restent à l'ombre des ruines que les enfants ont construites dans le jardin quand ils ont encore pensé qu'ils allaient revenir un jour. Donc, ils ont construit des maisons à côté de l'ancienne maison des parents. 1 étage, 2 étages, 3 étages, et ils sont restés à l'ouest, ils sont plus jamais revenus, et les parents restent là à côté de cette ruine pas terminée et sans les enfants. Et c'est quand même quelque chose qui, ces pays-là sont encore fortement marqués par leur histoire et par ces développements. Oui. C'est ça qui est beau dans des romans, c'est quand ça aborde, et le roman précédent aussi aborde l'histoire par le romanesque, c'est toujours passionnant. On apprend toujours beaucoup par ces romans, ce que j'aime beaucoup, mais c'est d'une manière sensuelle et c'est hautement divertissant parce que la protagoniste, elle rencontre le comte en personne, donc c'est pas, il est vraiment là. Il y a Dracula, Dracula est là. Écoutez, merci pour ces conseils. Alors je rappelle le titre, d'Anna Grigorcha, Ceux qui ne meurent jamais. Alors ça, attendez le mois d'août pour vous le procurer. Un mot, ça fait combien de temps maintenant les Argonautes? Ça fait depuis le mois de janvier qu'on publie des livres. 6 mois. Et oui, c'est très sympathique. Et vous êtes heureuse? Je suis extrêmement heureuse. Je rencontre mes auteurs, je travaille sur les manuscrits, j'adore ça. Et c'est un travail très riche avec les traducteurs sur la langue. Et c'est vraiment très, très sympathique. Après, voilà. Et l'accueil du public? L'accueil du public est très positif. Après ce qui est difficile en ce moment, c'est le marché du livre. Donc, le papier est toujours très cher, les surcoûts de production sont importants et le public ne se rend plus autant en librairie qu'on avait l'habitude. Donc, j'ai l'impression qu'on lit un petit peu moins. En ce moment, je pense qu'on est occupé avec autre chose et il faudrait que ça revienne. Mais moi, je suis très optimiste. Il y a tellement des histoires à raconter et à savourer que ça devrait... Et puis d'histoires dans lesquelles on peut se projeter. Oui, elle est un peu ailleurs, ça fait du bien. Oui, voilà. Merci infiniment, Katharina Waxman-Houf. Donc on reviendra peut-être à la rentrée, ça va nous parler de vos autres productions. Merci et bravo pour ce travail absolument fabuleux que vous faites. Merci Patrick. Merci beaucoup. Bonne journée.